Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet. J'espère que vous allez bien. J'affiche complet est la chaîne des loueurs saisonniers et conciergeries de location saisonnière qui vous aide à augmenter votre chiffre d'affaires et votre rentabilité. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un invité de marque avec moi. Je vais vous donner 3 éléments très intéressants sur lui avant de le présenter et de l'introduire. Il a revendu un appartement à Paris avec une énorme plus-value de 100 000 euros. Il a négocié de 20% le prix à l'achat d'une petite surface. C'est vrai que c'est colossal. Et il a aussi digitalisé l'activité d'aide aux investisseurs immobiliers. Je suis donc ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui Maître Boujard. Bonjour Dimitri. Bonjour Élise, ravi de ton accueil sur ta chaîne. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux nous dire pour démarrer ton parcours et nous parler de tout ça plus amplement? Bien sûr. Donc, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, c'est-à-dire maintenant plus de 25 ans. Ça commence à faire un petit moment. Et je suis investisseur immobilier depuis maintenant une vingtaine d'années. Je suis également conférencier professionnel dans de nombreux séminaires immobiliers et mon expertise s'oriente tout particulièrement vers le droit immobilier et la fiscalité immobilière. Actuellement, mon activité est à 100% tournée vers le conseil aux investisseurs immobiliers et la création de toutes sortes de sociétés liées à l'immobilier, à savoir principalement les sociétés civiles immobilières, mais aussi les sociétés commerciales qui pourraient avoir comme objet l'activité de conciergerie, justement, l'activité de sous-location, qui est une activité connexe, et l'activité d'agence immobilière, le cas échéant, voire parfois l'activité de marchand de biens, mais c'est une activité tout à fait spécifique et je crée finalement assez peu de sociétés de ce type. Alors moi, j'ai plein de questions à te poser, Dimitri, aujourd'hui. J'ai réfléchi justement à tout ça, quelles sont les questions qu'on peut se poser, et je sais que ta connaissance est immense sur ça, et que tu vas, je pense, beaucoup aider des loueurs saisonniers qui nous regardent. La première question auquel j'ai pensé, c'est que pour les débutants, c'est vrai que ça peut sembler inquiétant, en fait, de se dire, attention, location saisonnière, mon Dieu, on en entend beaucoup. On entend, est-ce que j'ai vraiment le droit? On entend cette histoire de 120 jours. Ça peut sembler hyper nébuleux et inquiétant. On a peur, évidemment, d'avoir des gros problèmes juridiques par la suite. Est-ce que tu peux éclairer les débutants ou les personnes qui ne se seraient pas encore lancées sur ce volet juridique? Oui, bien sûr. Alors, l'activité de location de courte durée est, il est vrai, à mon sens, l'activité de location la plus rentable si elle est bien pratiquée. Et justement, c'est pour ça que je suis particulièrement ce que tu fais en tant que revenu management. On en reparlera dans le cadre d'une autre vidéo, mais en tout état de cause, je pense que c'est l'activité de location actuellement la plus rentable, mais c'est aussi juridiquement la plus complexe. Pour une raison très simple, c'est que c'est une activité qui nécessite le plus souvent des changements d'usage ou de destination. Alors, les deux termes sont connexes puisque le changement d'usage, c'est lorsqu'on change l'utilisation que l'on fait d'un bien, alors que le changement de destination, c'est lorsque l'on change en fait la destination auquel le bien était affecté à l'origine, la destination pour laquelle il a été conçu dès l'origine. Et l'un des deux termes relève du code de la construction et de l'habitation, alors que l'autre terme relève du code de l'urbanisme. Autant vous dire qu'effectivement, déjà, rien que lorsqu'on évoque le sujet, ça ne paraît pas tout à fait simple. En réalité, il y a quelques grands principes à respecter, comme se renseigner notamment auprès du service de l'urbanisme de la commune dans laquelle on veut euh, passer ou commencer une exploitation en location courte durée. Ça, c'est la première règle. Et également s'interroger sur le règlement de copropriété lorsqu'on veut acheter un appartement et non pas une maison individuelle ou un immeuble de rapport. Ça sont pour vous donner un petit peu le cadre juridique général. Ensuite, tu l'as brièvement évoqué, sur la fameuse règle des 120 jours, qui est parfois confondue avec les autres locations, enfin les autres règles concernant la durée de location. En fait, on a deux grands régimes qui coexistent. On a d'une part la possibilité d'affecter entièrement un local à de la location courte durée, où là, potentiellement, on va en faire 365 jours par an. La règle des 120 jours, elle ne concerne que la possibilité qui est réservée au propriétaire de sa résidence principale de louer ladite résidence principale
dans la limite de 120 jours par mois en courte durée. Et cette règle est très intéressante puisque même dans les communes dans lesquelles il y a des restrictions sur la LCD, alors on peut penser à Paris, mais de grandes communes prennent des réglementations restrictives. Moi, je pense à Nice, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, je pense à des communes plus petites comme Versailles, qui est aussi une ville touristique. Donc, pour éviter qu'il y ait trop de locations courte durée, les communes mettent en place des réglementations qui vont soit limiter le nombre de biens que détient l'investisseur qui veut louer en courte durée, soit limiter dans le temps la possibilité de faire de la location courte durée sur tel ou tel bien. Donc, par exemple, à Nice, je sais que ce sont des périodes a priori de 3 ans renouvelables 2 ou 3 fois, mais après, c'est fini. On ne peut plus continuer ce mode d'exploitation. À Paris, c'est encore d'autres règles qui sont des règles dites de compensation et donc avec des droits assez exorbitants à payer. Tout ça est mis en place pour décourager l'investisseur. Mais en se renseignant préalablement justement sur les possibilités et les restrictions qui existent auprès du service de l'urbanisme de la mairie en question, on pourra encore faire de très bonnes choses dans la plus grande partie des communes en France. Ça, c'est vraiment pour brosser le tableau général. Et justement, pour en revenir à ta question sur les 120 jours, eh bien, même dans une commune où vous aurez des réglementations qui vous empêchent quasiment en pratique, comme à Paris, de faire la location courte durée sur un bien qui serait exclusivement dédié à ça, vous pourrez quand même, et c'est la bonne nouvelle, procéder à la location courte durée pendant un maximum de 4 mois. Alors évidemment, la plupart du temps, c'est pendant une durée moindre, puisque les gens qui font ça louent leur résidence principale lorsqu'ils n'y sont pas, et donc principalement pendant leur propre période de congé. Mais ils pourraient aussi être affectés professionnellement pendant 2 mois à tel endroit et décider que pendant cette période, ils vont louer leur appartement en location courte durée pendant 2 mois. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de vérifier qu'on est propriétaire, évidemment, et on peut tout à fait, dans le cadre de ces 120 jours, y procéder. Et puis, il y a peut-être aussi un biais à rappeler que moi, j'avais, enfin, un biais, je ne sais pas si on peut dire un biais, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être une zone d'ombre dans la loi, ou peut-être tu vas me dire non, ce n'est pas du tout une zone d'ombre, mais il y a le fait aussi qu'on peut recevoir, moi, c'est ce que j'avais fait, j'ai exploité 2 chambres chez moi, donc en fait, malgré le fait que l'appartement est en Île-de-France et sur cette zone extrêmement tendue, j'ai pu en fait sortir de cette règle des 120 jours parce que j'accueillais des gens, mais en étant dans ma résidence principale moi-même, en fait. Et c'est là où il y avait une petite zone d'ombre qui n'est pas forcément connue, je trouve, et qui permet d'éviter. Mais bon, ça donne après un style de vie assez spécial, parce qu'on reçoit les gens chez soi. Mais Voilà. ça, c'est une zone qui est pas. Qui existe aussi, je ne sais pas comment tu dis, si c'est une faille ou une zone d'ombre. Non, non, ce n'est pas une faille, c'est une possibilité qui est offerte par la loi, effectivement. Ceci étant, disons que ça reste marginal, parce que bien évidemment, des gens qui veulent vraiment investir dans l'immobilier, ils ne vont pas se contenter de louer une chambre en location courte durée dans leur résidence principale. Ils vont se lancer sur l'achat d'appartements, d'immeubles, de maisons, et ils vont avoir plusieurs locations courte durée dédiées à cette activité. D'accord. Ouais. Donc, c'est vrai que cette possibilité existe, je te rejoins parfaitement, et j'estime néanmoins qu'elle reste à la marge. Ça sera un petit revenu d'appoint. Moi-même, j'ai pu expérimenter cette fois-ci en tant qu'utilisateur, car il m'est arrivé de louer en location courte durée sur la ville de Troyes, à l'époque où j'avais un appartement, et j'avais décidé, plutôt que d'aller à l'hôtel, de louer une chambre chez quelqu'un qui faisait la location courte durée. Et comme tu le disais, c'est un style de vie un petit peu spécial. Ceci étant, c'était aussi très intéressant parce que donc c'était un couple franco-japonais et j'ai pu discuter avec la personne, l'homme du couple qui restait là le matin. Alors avant que moi j'aille faire des travaux dans un appartement justement, et on a pu échanger sur justement toutes sortes de sujets puisqu'il était journaliste à France 3. Donc ça peut être aussi quelque chose de très sympathique, mis à part l'aspect purement rentabilité et possibilité d'exploiter la location courte durée. Et ce côté humain est quelque chose qui, je crois, attire aussi beaucoup une certaine catégorie d'investisseurs en location courte durée, puisqu'un grand nombre d'entre eux, dès lors qu'ils n'ont pas un parc immobilier évidemment énorme, vont continuer à faire eux-mêmes l'accueil et la sortie des voyageurs. Et c'est l'occasion de nouer des relations humaines et d'avoir des contacts agréables avec d'autres humains, tout simplement. Tu as raison. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie des réalités. Est-ce que tu aurais des écueils, peut-être les principaux écueils à éviter quand on veut faire de la location courte durée? Quels sont les pièges juridiques dans lesquels ne pas tomber, à ton avis, à ton sens?
déjà, principal écueil, c'est de se lancer directement dans l'achat de l'appartement sans avoir pris soin de lire très attentivement le règlement de copropriété. Vous n'aurez évidemment pas cette difficulté si vous achetez directement un immeuble de rapport ou une maison individuelle. Donc, mais autrement, si on se réveille après coup en se disant « Ah tiens, il y a des voisins qui m'enquiquinent et ils me disent que dans le règlement de copro, je ne peux pas le faire », c'est un peu tard. Il fallait lire le règlement de copro avant. Or, justement, depuis maintenant quelques années, la fourniture du règlement de copropriété est obligatoire puisque c'est l'un des documents qu'on remet forcément préalablement à la signature du compromis ou de la promesse. Donc là-dessus, un conseil pratique, si vous avez un agent immobilier, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent eux, il faut le dire, qui vous dit « pas de problème, je vous remettrai tout ça quand on va signer le compromis ou la promesse, etc. », c'est juste niet, parce que les règlements de copropriété font en règle générale 60 à 80 pages, et donc vous n'allez pas vous amuser à lire 60 à 80 pages avant de signer le compromis ou la promesse. Donc vous devez avoir les documents bien en amont, y compris également les 3 derniers PV d'Assemblée générale. Ça, c'est pour moi un écueil à éviter. Ne pas lire ces documents avant d'acheter, alors qu'on sait très bien qu'on va passer en location courte durée. Deuxième chose qui n'est pas vraiment un écueil, mais plutôt une astuce, quand vous achetez toujours dans une copropriété, faites tout simplement une petite enquête de voisinage. Regardez si éventuellement il y a des boîtes à clés dans les autres étages de la copropriété. Ça peut être un indice que d'autres personnes en font et donc potentiellement que ça peut se faire. Au contraire, également dans les toutes petites copropriétés, vérifiez un peu qui habite au-dessus, en dessous, en face de chez vous. C'est-à-dire aller éventuellement frapper aux portes en disant voilà, il y a un appartement à vendre, je voudrais l'acheter, sans forcément rentrer dans les détails de ce que vous souhaitez en faire, mais ça se passe bien, la copropriété est tranquille, etc. Ça, c'est tout simple à faire. Les gens sont assez bavards. Ça vous permettra de voir si justement la personne qui habite en dessous de chez vous, c'est pas la présidente du conseil syndical qui est farouchement opposée à la location courte durée. Voilà. Et quand c'est comme ça, et si en plus c'est des retraités, qui donc passent un maximum de temps chez eux par hypothèse, c'est là que vous courez droit aux ennuis. Et moi, dans un cas comme celui-là, je préfère passer à autre chose plutôt que de commencer à mettre à dos tout le monde. Parce qu'il faut savoir que la location courte durée n'a quand même souvent pas une très bonne presse. Ça va dépendre notamment des départements dans lesquels on va la pratiquer. Parce qu'on a un public de voyageurs qui n'est pas le même suivant les départements et suivant les canaux de réservation qu'on utilise. Mais ça, c'est plutôt ton domaine. Donc, je pense que tu pourras peut-être confirmer qu'on n'a pas forcément les mêmes voyageurs qui réservent par Airbnb que ceux qui réservent par Booking. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est une astuce toute simple. Faites une petite enquête sur la copropriété dans laquelle vous achetez. Si vous achetez une maison pour la diviser en location de courte durée, eh bien là, encore une fois, renseignez-vous auprès de la mairie pour connaître les règles du plan local d'urbanisme et pour savoir si votre projet ne risque pas de se heurter à un écueil récurrent dans ce type de projet, la nécessité de créer des places de parking parce que vous créez des logements supplémentaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je rencontre extrêmement fréquemment. Ce sont vraiment les 2 écueils majeurs. Et enfin, le 3e écueil, c'est tout simplement, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, se renseigner auprès du service de l'urbanisme de la mairie pour savoir si finalement la bonne idée qu'on a, elle est bien réalisable en respectant les règles. Dans de très nombreuses communes, il n'y aura absolument aucune autorisation préalable à demander pour transformer un local à usage d'habitation en meublé de tourisme ou destination hôtelière. Bon, ça dépend. Là-dessus, c'est pas pour moi super clair. Les demandes ne sont pas les mêmes dans toutes les communes. J'entends des sons de cloche différents suivant les investisseurs qui s'adressent à moi. Donc, toutes les communes ne sont pas non plus super à cheval sur la réglementation ou super au courant de la réglementation. Oui. Comme souvent, malheureusement, c'est assez complexe. Voilà. Ok. Pendant la pandémie, comme tu le sais, c'est vrai que la LCD, c'est un domaine qui a plus souffert que d'autres domaines. Et c'est vrai que la moyenne durée a été un élément important pour tirer son épingle du jeu. Nous, chez J'affiche complet, c'est un élément qui nous a permis d'obtenir quand même de belles performances, malgré les confinements successifs. Dans ces cas-là, quelles sont pour toi les règles à respecter pour pouvoir faire de la moyenne durée? Parce que pareil, moyenne durée, ça fait partie des sujets qui, je trouve, restent encore aujourd'hui d'un point de vue
juridico-légal, documents, papiers, etc., un peu nébuleux globalement dans le domaine de la LCD. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle de la moyenne durée? Ça, c'est la première chose. Pour toi, qu'est-ce que la moyenne durée, Élise? Alors, la moyenne durée, moi, je vais dire d'un point de vue revenu management, c'est à partir du moment où on pourrait potentiellement accorder une réduction tarifaire. Donc, on le fait, évidemment, les niveaux de réduction sont différents, mais on le fait à partir de 7 nuits, 14 nuits, un mois. Et globalement, c'est pas plus de 3 mois, quoi. Mais peut-être que tu vas me dire non, non, pas du tout, hein. Mais Alors, la moyenne durée, pour moi, c'est entre 3 mois et 8 mois, on va dire. C'est plutôt ça pour moi, la moyenne durée. Parce que normalement, juridiquement, lorsqu'on reste sur des séjours inférieurs à 3 mois, ça reste de la courte durée. Le critère de d'accord. passage de la courte durée à la moyenne durée, c'est tout simplement ces fameux 3 mois. Et Alors, je du n'ai coup, plus en comment tête ça... l'article de loi exact sur cette durée de 3 mois, mais il y a un texte sur cette durée. D'accord. Après, au-delà, c'est de la moyenne durée. Donc, la moyenne durée, on est à la limite du bail d'habitation principale, en réalité. Ça devient quasiment de la résidence principale. Alors après, il y a des baux spécifiques. Attention, on a notamment le bail mobilité qui est réservé dans des cas C'était très ça. particuliers où on pourra avoir 5 mois, 6 mois, 8 mois, d'accord, je crois jusqu'à un maximum de 10 mois, mais je n'ai pas révisé sur ce point précis. Donc, on va avoir un bail qui sera un bail mobilité de moyenne durée. Donc, on pourra très bien exploiter un de ces logements courte durée suivant un bail mobilité pour une période déterminée, à condition de ne pas se servir de ce bail pour contourner la loi et que ce bail corresponde bien à un des cas précis prévus par la loi pour l'emploi de ce type de bail. Là, bien évidemment, je conseille à tous les investisseurs de respecter la légalité. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais une discussion l'autre fois sur un forum avec quelqu'un à qui je faisais remarquer que les gens qui sont passés de la location courte durée vers de la location meublée classique, suivant les baux de la loi de 1989, se sont peut-être pas rendus compte que le problème qu'ils avaient, c'est qu'une fois qu'on a fait un bail classique longue durée, autre que le bail mobilité, hein, qui est spécifique, eh bien, ça conférait aux locataires en place des droits très importants, notamment celui de voir son bail être renouvelé, sauf à ce qu'on lui donne congé pour 3 motifs très précis, congé reprise pour habiter, congé reprise pour vendre ou congé pour motif légitime et sérieux, qui est principalement le cas de retard dans le paiement de loyer impayé ou de nuisances graves constatées, c'est-à-dire de tout trouble de voisinage constaté par une décision de justice. Autant dire que l'investisseur qui s'est dit en ce moment, la LCD, c'est pas terrible parce que je suis dans une zone touristique, il n'y a plus un touriste. Bon, déjà, c'est vrai qu'à la base, je pense que l'investissement a été conçu pas forcément avec une vision globale de la location courte durée, puisque moi, j'envisage la location courte durée comme de la location sur un public beaucoup plus ouvert que simplement le touriste. D'accord? Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en dire 2 mots un peu plus tard. Et donc, les personnes qui ne visaient que le touriste, comme à Paris, se sont dit, bon, je vais passer en meublé, puis quand tout ira mieux, je repasserai en location courte durée. Hop, 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 hop. Une fois que le locataire est là, s'il se plaît, vous ne pouvez pas lui donner congé pour repasser en location courte durée. Ça n'existe pas. Ok. Donc, on va Du... avoir du monde qui va sortir du marché. Eh oui. Alors, du coup, si on veut, parce que en fait, l'objectif aussi de cette question-là, c'était justement de se dire, c'est vrai que la courte durée, c'est jusqu'à 3 mois d'un point de vue juridique, mais on a des sites comme Morning Croissant, par exemple, qui pour un mois nous font des bails mobilité, des baux mobilité, pardon, je vais essayer de parler correctement français. Donc, si par exemple, je vais prendre un exemple très concret, hyper basique, pour les gens qui nous écoutent, pour savoir vraiment au quotidien, ce soir, si j'ai une demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, par exemple, si j'ai quelqu'un qui réserve en direct sur mon appart, qui reste un mois, est-ce que tu recommandes de rester sur un contrat classique comme s'il me réservait 2 nuits en direct? Ou est-ce que tu recommandes de faire, par exemple, un bail mobilité sur Je ce mois-là? recommanderais de faire un bail mobilité si et seulement si son séjour correspond aux critères définis pour l'utilisation d'un bail mobilité. Si c'est Ok, un détachement professionnel pendant une durée d'un mois, ça sera a priori un des cas justement où on peut utiliser le bail dit de mobilité. ok. Tandis que si c'est un séjour d'agrément, ça rentre clairement pas pour moi dans le cadre du bail mobilité. Et donc, on restera sur le contrat plutôt location courte durée. Ouais.
Donc, l'enseignement aussi de ce que tu dis, c'est vigilance avec ce bail mobilité sur des sites comme Morning Croissant parce que faut bien s'assurer qu'on est dans les clous juridiquement, Oui, sinon oui, oui. Alors, il y a un beaucoup de risque. Ouais. sociétés qui existent sur le marché, hein. Il y a toutes sortes de sociétés qui sont sérieuses, hein, c'est clair. Mais je vois parfois des choses étonnantes. J'ai regardé ça sur la sous-location, j'ai regardé ça sur la sous-location de colocation, où ils mettent en place des contrats qui, moi, me laissent pantois parce que j'estime que juridiquement, tout ne s'articule pas correctement. Donc, tout simplement, ce que je te propose de faire, c'est qu'on mette peut-être sous ta vidéo un lien qui va renvoyer vers la page web qui va bien sur le bail mobilité. Comme ça, les personnes qui vont regarder la vidéo n'auront qu'à cliquer tout simplement et aller voir si la personne correspond aux critères du bail mobilité. Excellente idée. Avec grand plaisir, on fera ça. Je te Top. fournirai bien sûr le lien. Merci. Est-ce que tu as un ou deux exemples des pires erreurs que tu as pu voir? Alors là, c'est vrai que tu viens nous en mentionner une. Est-ce que tu aurais d'autres exemples d'erreurs catastrophiques que tu as vues en location courte durée, d'un point de vue juridique ou sur tout ça? Alors, point de vue juridique, la pire erreur, en fait, c'est l'écueil que j'ai déjà mentionné, à savoir le fait d'acheter un appartement et de voir ensuite qu'on ne pouvait pas s'en servir pour faire la location courte durée. Ça, vraiment, Ouais. c'est la pire erreur et je l'ai déjà rencontré. La deuxième erreur que je rencontre fréquemment, c'est des gens qui, en réalité, et ça, c'est une erreur moins juridique qu'humaine, veulent faire de la location courte durée, mais en même temps, au lieu de regarder froidement les chiffres, se disent ah, puis en plus, j'aimerais bien l'acheter parce que je vais pouvoir me le prendre pour y aller une fois de temps en temps pendant l'été, machin. Et le problème, c'est qu'ils veulent justement y aller, en gros, quand c'est le plus rentable et quand vous allez être Ouais. sûr que c'est occupé à plein. Donc ça, c'est la deuxième plus grosse erreur, c'est mêler la rentabilité et le sentiment. C'est un petit peu comme l'effet coup de cœur sur l'immobilier classique, où on n'achète pas uniquement en fonction des chiffres, mais parce que l'appart est sympa, il est joli, il est bien décoré, etc. Et si on regardait les chiffres d'une façon un petit peu plus sérieuse, on s'apercevrait que finalement, si ça se trouve, ce n'est pas une bonne affaire. Ben là, on a le même phénomène en location courte durée, sauf que les gens qui font souvent ça dans des zones touristiques, stations balnéaires, stations de ski, et ils ne se rendent pas bien compte que justement, ils vont plomber leur investissement, d'une part parce que ça sera trop centré sur le touriste, et d'autre part parce qu'eux-mêmes souhaiteraient y aller potentiellement aux périodes où justement il faut le louer. Donc ça, c'est la deuxième plus grosse erreur que je rencontre. Très intéressant. Je sais que tu es toi-même investisseur immobilier, que tu as toi-même des locations courte durée. Est-ce que tu veux nous raconter ça, nous parler de ton parcours avec la LCD? Alors, dire que j'ai des locations courte durée serait un petit peu exagéré. Pour l'instant, j'en ai D'accord, une. D'accord. c'est Et très bien. c'est mieux que rien, d'ailleurs. J'aime bien ce mode d'exploitation. Par contre, pour te donner un petit scoop, je projette là d'en racheter une dans les mois qui viennent pour faire vraiment quelque chose dédié à la location courte durée avec du revenu management, justement. Donc, ça tourne très bien. Euh, avec aussi une déco top niveau pour améliorer tout ça, avec des photographies professionnelles. Enfin, vraiment, je vais me faire plaisir dans ce projet et je vais faire un projet qui sera spécialement étudié pour avoir déjà quelque chose de beau, quelque chose dans lequel les gens ont envie d'aller, et en même temps quelque chose de rentable. D'où mon souhait de faire appel à tes services de revenu management, entre autres. Mais sur l'existant, je dois dire que je fais de la location courte durée parce que c'est ce que j'appelle un achat contraint. À l'origine, ce n'est pas vraiment un investissement terrible, c'est plutôt un appartement en vue de la retraite, etc. Enfin, des considérations dont je savais parfaitement en faisant l'achat que ce vers quoi je m'engageais. C'est pas, comment dire, j'ai pas pris les chiffres en me disant zut, je vais faire un super truc, puis ensuite je me suis planté. Je savais dès le départ, c'est un appartement de 4 pièces, 3 chambres. Pas forcément la typologie d'appartement la plus adaptée pour la location courte durée. Quoi qu'il y ait des niches pour ce genre d'appartement dans certaines Oui, aussi, bien sûr. localisations. Mais Tout à fait. ceci est une autre histoire. Donc cet appartement qui est dans le sud de la France en bord de mer, du coup, je me suis dit, bon, bah, pour essayer de le rentabiliser et en même temps ne pas le louer en meublé à l'année longue durée avec toutes les contraintes que ça impose en termes de possibilité de récupération de l'appartement, par exemple, et en termes de fiscalité, parce que louer un meublé de 4 pièces à l'année,
il faut trouver le public, hein. Dès qu'on est dans des appartements familiaux, on est plutôt sur la location nue. Donc, j'ai essayé de combiner tout ça. Je me suis dit, OK, je vais faire une croix sur la renta, pas de problème, mais au moins pendant l'été, pendant les périodes de vacances scolaires, voire un peu après l'été, etc., je vais le confier à une agence de gestion qui n'est pas vraiment une conciergerie, mais qui a l'habitude, puisqu'ils font que ça, hein, ils font que de la location saisonnière. Et du coup, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas pleinement, si je voulais vraiment être pur loueur courte durée, parce que ça ne correspond pas à mes critères. Néanmoins, c'était une expérience très intéressante. Ma femme s'est occupée de la déco pour le coup. Bah, ça marche plutôt bien et on a un très bon taux de remplissage pendant les vacances. Donc ça, c'est satisfaisant. J'ai été confronté à quelques écueils, des problèmes, par exemple, de ménage, ou alors si l'appartement est fermé pendant très longtemps, ça va te faire rire, mais il avait été fermé pendant plusieurs mois et quand on y est allé, il y avait un pigeon qui avait fait son nid sur le balcon quand même. Donc, c'était pas terrible. Ah oui. Ça veut bien dire que là, quand on ferme une location, qu'on n'y va pas pendant un certain temps, on peut se retrouver avec quelques petites surprises. Il est au Ah oui. 8e étage d'un immeuble. Donc voilà. Et j'ai constaté également, et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est important en pratique, c'est que les voyageurs se fichent un peu en fait de l'aspect extérieur, tant qu'on n'est pas dans un quartier craignos, bien évidemment. Évidemment, ce qu'on va mettre comme photo, c'est l'intérieur. Et on vit dedans, on ne vit pas dehors. Donc, autant c'est important éventuellement d'avoir un petit balcon, etc. Autant finalement, l'aspect extérieur de l'immeuble, pour moi, n'est pas très important. Ça ne va pas être mon critère, en tout cas pour ma future location courte durée, parce que le plus important, c'est vraiment le service rendu à l'intérieur, la proximité de tel ou tel transport, de tel ou tel point d'intérêt, mais vraiment pas l'aspect extérieur de l'immeuble. Voilà. D'accord. Exactement. Donc, c'est une bonne expérience. Alors, pour le coup, j'ai tout délégué et je n'ai pas vraiment mis ce que j'appelle les mains dans le cambouis. Donc, ça me manque aussi. C'est pour ça que je vais en faire un qui soit spécialement dédié à ça pour avoir beaucoup plus de connaissances pratiques, non pas sur le juridique, mais justement sur, par exemple, le channel manager, des choses qui sont chronophages à mon sens. Je voudrais comprendre comment ça marche et ensuite tout déléguer. Donc, typiquement, utiliser une conciergerie couplée à des services de revenu management, en voyant comment les deux peuvent s'interfacer, bien évidemment. Très bien. Je pense que c'est un très bon réflexe de chercher à comprendre soi-même et après se dire, bon, allez, je délègue. C'est la meilleure façon de s'assurer que le travail est bien fait aussi. C'est important. C'est Tout à important. fait. Tout à fait. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu voulais que je revienne dessus, mais tu as cité 3 points, à savoir la plus-value, la négo. Et puis, c'était quoi le troisième d'ailleurs? J'ai Le oublié. troisième, c'était la digitalisation de l'activité La d'aide aux investisseurs digitalisation. immobiliers. D'accord. Donc, comme je suis parti un petit peu bille en tête, peut-être sur la LCD, peut-être que tu souhaites qu'on revienne sur ces points. Bien sûr, Pour, avec grand plaisir, raconte-nous, c'est hyper intéressant. donc, alors, premier point, c'est la plus-value. Alors ça, clairement, ça vaut pour la LCD comme pour tous les autres investissements immobiliers. Lorsque j'achète un appartement, je ne mise jamais a priori sur la plus-value. Pour moi, les 3 sources d'enrichissement, c'est d'abord le cash flow positif. Hein. Donc, ceux qui regardent cette chaîne sont des investisseurs rentables. Ils ont du cash flow net avant impôt. Sinon, a priori, c'est que déjà, ils ont mal commencé leur projet. Désolé. Deuxième chose, c'est la capitalisation. Donc, sur des locations courte durée, on va capitaliser en général moins parce qu'on achète des plus petites surfaces et donc les prix d'achat sont moins élevés. Néanmoins, deuxième source d'enrichissement non négligeable, la capitalisation. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça se fait tout seul. Vos locataires remboursent le prêt pour vous. Donc, vous mettez de l'épargne sans trop forcer tous les mois de côté. Et le troisième, c'est l'éventuelle plus-value. Voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que dans l'exemple que tu as cité, Elise, c'est vrai que j'ai réalisé une super plus-value. C'était un appartement à Paris. Donc, Paris fait partie des villes exceptionnelles en France. On pouvait réaliser de très belles plus-values. Actuellement, je ne pense pas que d'ici 3 ans, les prix seront à 15 ou 20 000 euros du mètre carré. J'ai le sentiment plutôt que ça va se mettre un petit peu à stagner gentiment, au moins pour les prochaines années. Donc, on plafonne un peu en termes de prix. Donc, à l'époque, j'ai acheté un appartement à peu près, en mètres carrés. Il faisait 14 mètres carrés, une toute petite surface. Hein. Dans le 17e arrondissement, j'ai acheté 40 000 et je l'ai revendu tout simplement 7 ans après 140 000. Donc voilà,
Et le critère pour moi sur les petites surfaces, c'est de voir si on a beaucoup ou pas beaucoup à vendre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous êtes dans un secteur où il n'y a quasiment aucune annonce pour des petites surfaces, vous savez que le bien ne perdra jamais de valeur, voire qu'il va gagner de la valeur. Ça, c'est extrêmement simple à mettre en place. D'accord? Donc ça, c'est pour la première anecdote. La deuxième anecdote sur la négo. Alors ça, moi, j'adore travailler avec des gens comme toi, ce que j'appelle les infopreneurs. Donc, on fait de la formation en ligne, on vend des programmes de formation, on vend du service en ligne. Et dans le cadre d'une des formations que j'ai achetées, j'ai eu le déclic grâce à cette formation, puisque j'étais un piètre négociateur et il y a le concept d'offre agressive. Donc, je pense que tu reconnais peut-être l'expression. Et ce concept d'offre agressive, je l'ai appliqué lors d'un de mes achats où l'appartement était proposé à 99 000. Et je me suis dit, mais après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre à faire une offre un peu agressive? Donc, j'ai utilisé aussi un outil de calcul pour voir quel était le montant maximum auquel je pourrais acheter le bien pour qu'il reste rentable. Donc, j'ai fait un peu du rétro-calcul. Je suis parti du prix affiché, j'ai fait mes calculs de renta et je suis arrivé au prix maximum. Donc, ça, c'est ce que n'importe quel investisseur immobilier peut faire très simplement avec les outils qui existent sur Internet. Et je suis arrivé à la conclusion que mon prix maxi était de 79 000, était 80 000 pour être précis. Donc, j'ai proposé 75 en argumentant bien évidemment et pas juste en disant écoutez, vous êtes gentil, je ne peux pas l'acheter plus de 80, donc je vous propose 75. J'ai proposé 75 en disant bah, les parties communes ne sont quand même pas dans un état terrible, ce qui était tout à fait vrai. Là, il y a un sani-broyeur. Pour moi, le sani-broyeur, c'est juste pas possible hein, pour une location, quelle qu'elle soit. Donc, je vais devoir le changer, ça va peut-être être compliqué, etc. Donc, le bien en l'état tel qu'il est, pour moi, c'est pas plus de 75 000. J'ai proposé 75, ils m'ont proposé 79 et j'ai topé là, puisque mon prix maxi était de 80 000. Donc, quelque chose finalement d'assez simple à mettre en œuvre. Et pourtant, je peux vous dire, c'est une ville en région parisienne où il y a de la concurrence hein, sur les achats. D'accord? Par contre, il faut être réactif. J'ai vu l'annonce, j'ai appelé l'agent immobilier, j'ai visité direct. Voilà. Et j'ai fait l'offre le soir même après la visite, évidemment. Donc, quand on est dans des villes avec de la concurrence, faites des offres rapidement. Et troisième chose, digitalisation d'activité d'avocat. Alors, ça, c'est venu tout naturellement parce que je me suis aperçu que, en fait, recevoir des gens dans un bureau, ça a un aspect humain plutôt sympathique, mais c'est chronophage. Et pour le client, ce n'est pas forcément intéressant parce que quand vous êtes dans le cœur de Paris, il faut que les gens se déplacent jusqu'à votre bureau. S'ils viennent en transport en commun, qu'il n'y ait pas de grève. S'ils viennent en voiture, qu'ils aient la chance miraculeuse de trouver une place, qui va être un tarif de parking exorbitant en plus. Merci, Madame le maire de Paris. Donc, tout ça réuni fait que finalement, pour des rendez-vous d'une heure et demie, 2 heures, vous allez peut-être passer 2 heures, 2 heures et demie de transport. Ce n'était pas super rentable pour eux non plus. Donc, je me suis mis à faire des réunions en Zoom partout en France, de conseils aux investisseurs immobiliers. Et rapidement, j'ai étendu évidemment ma clientèle puisque finalement, j'avais des demandes de personnes à Tarbes, à Carcassonne. Alors, j'ai fait aussi un rendez-vous à partir d'une personne qui est en Chine. J'ai fait en Australie, j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait à Singapour. En réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut en faire partout dans le monde avec des expatriés qui veulent investir en France. Donc, c'est aussi Alors, on a été coupé, mais on va reprendre là où on a laissé notre point. Exactement. Donc, comme je l'expliquais, ça me permet de faire des rendez-vous avec des investisseurs expatriés dans tous les pays du monde, ce qui est extrêmement pratique. Autre aspect de la digitalisation, c'est la création de sociétés pour n'importe quel investisseur également, quelle que soit sa localisation. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de conseil chez les investisseurs immobiliers, soit qu'ils soient débutants, soit qu'ils soient nettement plus avancés, puisqu'à un moment ou à un autre va se poser la question de la fiscalité immobilière, domaine extrêmement vaste et surtout extrêmement changeant. Par conséquent, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça correspond bien aussi, en fait, tout simplement à une évolution naturelle, puisque je me tourne de plus en plus, en étant moi-même investisseur immobilier, vers cette activité de conseil. Et je ne vais plus dans les tribunaux, concrètement. J'ai arrêté l'activité d'avocat plaidant et je suis passé totalement sur l'activité d'avocat conseil.
intellectuellement, c'est plus satisfaisant. Ça peut se faire à distance, notamment pour les investisseurs qui le souhaitent. J'ai un rendez-vous de conseil qui dure à peu près 2 heures, 2h15, qui est extrêmement complet, qui est évidemment extrêmement personnalisé, et en plus que j'enregistre. Et ça, je crois qu'il y a pour l'instant peu de personnes qui le font. C'est que l'outil Zoom que j'utilise me permet d'enregistrer, et ensuite l'investisseur conserve un lien de téléchargement pour enregistrer et revoir toutes les 2 heures de conseil qu'il va recevoir. L'échange, puisque je considère qu'on ne peut conseiller correctement quelqu'un que via un échange entre l'investisseur et l'avocat. Ça, c'est vraiment le tournant digital que j'ai pris, avec ensuite un domaine qui m'intéresse extrêmement, c'est l'activité d'infopreneur, où là, j'ai également des projets dans ce domaine qui vont bientôt sortir. Donc, il y aura quelque chose qui va sortir début mars. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à mon groupe Jurissimo Invest, parce que c'est un groupe dédié, un groupe Facebook gratuit, dédié aux investisseurs immobiliers sur les aspects juridiques et fiscaux. Vous pouvez également me retrouver sur ma modeste chaîne YouTube, l'avocat investisseur. Donc, c'est exactement la question que j'allais te poser. Si on veut revenir vers toi, soit te poser une question, soit être en contact avec ce que tu fais et produis au quotidien, donc tu dis ton groupe Facebook, la chaîne YouTube, est-ce qu'il y a d'autres endroits pour découvrir un peu ce que tu fais? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un site www.cabinet-boujard.com qui est plus un site plus général. J'appellerais ça un site vitrine, mais on peut me contacter via l'adresse mail de contact sur ce site. On peut me contacter également très simplement via Messenger. Voilà, ça je suis assez réactif, sauf quand je reçois trop de messages d'un coup et que ça descend trop bas dans la pile. Et puis enfin, on peut me retrouver également sur Instagram. Et je reçois de plus en plus de contacts via Instagram parce que les nouvelles générations d'investisseurs, Facebook, c'est plutôt pour ceux qui ont plus de 40 ans maintenant. Et ensuite, on a Insta pour les trentenaires. Et maintenant, on a encore de nouveaux médias pour les plus jeunes. Donc, après, ça devient dur de tout gérer. Je suis facilement aussi joignable via WhatsApp. Pour les expatriés notamment, c'est quand même très intéressant parce que du coup, on ne se pose pas trop de questions sur les indicatifs, le tarif, quoi que ce soit. Hop, on est en contact avec les numéros de portable via WhatsApp et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour s'adjoindre les conseils d'un avocat investisseur, puisque c'est en quelque sorte ma marque, entre guillemets, l'avocat investisseur. Pourquoi les gens font appel à moi? Tout simplement parce qu'ils savent que je suis avocat dans ce domaine, mais que j'ai également cette double compétence d'investisseur comme toi et comme les autres personnes qui regardent ta chaîne. Donc, je peux que vous inciter chaleureusement à aller suivre vraiment Dimitri sur tout ce qu'il fait. Sachez que ce qui va sortir début mars, ce qu'il est en train de préparer, ça va être juste incroyable. Vous ne pouvez pas rater ça. Donc, franchement, ne ratez pas le wagon. Inscrivez-vous sur son groupe ou suivez-le sur les différents réseaux. Évidemment, je mettrai l'ensemble des liens pour que vous n'ayez qu'à cliquer. Voilà. Et du coup, si j'en profite pour finir, déjà, merci beaucoup, Dimitri, pour le temps que tu nous as accordé. Elise. Merci pour toutes ces informations hyper qualitatives que tu nous as partagées. Franchement, c'était vraiment une chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube J'affiche complet, eh bien, de la même façon, ne ratez pas ça. Cliquez sur abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être alerté quand j'arrive en live tous les jours du dimanche au jeudi. Et puis, d'ici là, moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et merci beaucoup, Dimitri, encore. À bientôt, Elise.